dans un déjeuner, lui ont demandé en 2000 de financer en partie la campagne électorale de Jacques Chirac. Bonjour François Mattei, vous êtes journaliste et vous êtes l'auteur très récent de l'ouvrage Libre pour la vérité et la justice aux éditions Max Milo, un livre coécrit avec Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, qui depuis 8 années déjà est emprisonné à la Cour pénale internationale à La Haye. Et justement, il a été acquitté de toutes ses charges ce 15 janvier dernier, mais il est toujours détenu. Comment l'expliquer ? C'est inexplicable dans le droit tel qu'il existe dans tous les pays, quel qu'il soit. Une personne acquittée est libérée sur le champ, puisque acquitté, en français, on peut dire que ça veut dire qu'on vous donne quitus de tout, et en l'occurrence, le juge s'est exprimé de 3 façons. Il a dit d'abord, il a prononcé l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet, qui sont co-accusés, c'est un ex-ministre de Laurent Gbagbo, de toutes ces charges. Donc il y en avait 4. Il n'en reste rien, ça veut dire qu'il est innocent. Quant au cas, on n'a pas pu prouver sa culpabilité, mais c'est la même chose. Ensuite, il a ordonné sa libération immédiate, et ensuite il a fait un commentaire, puisque le procureur avait soulevé des raisons exceptionnelles pour faire un appel déjà contre ce jugement. Et il a dit que la seule condition exceptionnelle qui était qu'on pouvait attribuer à ce dossier, c'était qu'on pouvait prononcer l'acquittement avant même que la défense se soit exprimée, puisque en réalité, on a assisté depuis janvier 2016 au procès, et ça a consisté en l'audition des témoins à charge. Ça a tourné à la confusion totale de l'accusation, parce que les témoins étaient soit pro-Gbagbo, soit des gens dont on voyait qu'ils avaient été commandités. Et il y a eu beaucoup de faux témoignages, il y a eu beaucoup de montage, beaucoup de fabrication. Donc la procureure elle-même a décidé d'arrêter l'audition de ses propres témoins. Il devait y en avoir 138, ils se sont arrêtés à 83. Et on n'a pas pris la peine même d'écouter les témoins de la défense, ça devait venir après, et le juge a prononcé l'acquittement. Donc des conditions judiciaires assez particulières. Très particulières. Mais donc vous vous rendez, vous me disiez donc avant l'entretien, le 1er février à une nouvelle audience. Oui. Est-ce qu'il peut être libéré donc ce vendredi 1er février ? Il devrait l'être, puisqu'il devrait déjà être aujourd'hui libre. Je rappelle par exemple, pour donner un exemple aux gens qui sont en France ou ailleurs, que dans le droit français, il y a un arrêt de cassation qui dit très clairement que une personne acquittée non seulement ne peut pas rester en détention, c'est exclu, mais ne peut même pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas vous obliger à vous présenter à un commissariat ou à un quelconque contrôle. Donc vous êtes libre, vous récupérez tous vos droits civiques, et c'est terminé. Donc là, c'est une exception, mais parce que, sans doute, on n'a pas affaire tout à fait à une instance judiciaire, mais sans doute à des gens qui sont inspirés par des raisons politiques. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne à ces 4 charges dont vous parliez précédemment. De quoi est-il accusé ? Il est accusé de crimes contre l'humanité, ce qui n'est pas rien. Et alors, il y a 4 épisodes de la crise post-électorale qui sont relevés. Il y a la marche des partisans d'Ouattara vers la radio-télévision ivoirienne, où il y aurait eu des morts à cause des services de sécurité. Il y a le bombardement d'une colonne de femmes qui manifestaient pour Ouattara. Ce sont des faits comme ça isolés, mais où il y aurait eu des morts causés par l'acharnement de Gbagbo à se maintenir au pouvoir, bien qu'il ait perdu l'élection. Et en vérité, la seule question qui se pose, encore une fois, c'est a-t-il perdu l'élection ? Moi, je prétends, parce que j'ai étudié la question, que d'autres l'ont fait. En France, très peu. La presse française ne l'a pas fait. Gbagbo a gagné l'élection, au point que l'ONU, c'est-à-dire l'ONUCI, l'ONU en Côte d'Ivoire, a fait détruire tout le matériel électoral, les bulletins de vote, les urnes, enfin tout ce qui s'ensuit, tous les bordereaux, au moment où Gbagbo réclamait le recomptage des voix. Ce que je vous dis est contrôlable. L'ONU a fait détruire tout le matériel électoral. Ça ressemble à
à la volonté d'effacer les traces d'une faute ou d'un crime. Donc on revient sur les faits. En novembre 2010 a lieu l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est président depuis une dizaine d'années. Ce scrutin donc n'est pas accepté par tous. Alassane Ouattara revendique avoir gagné avec 54,10% des voix, alors que Gbagbo aurait gagné avec 51,45%. Une victoire pourtant reconnue, je crois, selon donc le livre, par le Conseil constitutionnel. Oui, tout à fait. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Alors normalement, c'est la même chose. Dès qu'on aborde l'histoire ou le dossier, j'aime pas le mot parce que derrière il y a des vies, il y a des morts ivoiriens, on est dans l'exception. Combien de morts en réalité? C'est probablement plus de 16 000. Officiellement, on va vous parler de 3 000. Et dans le dossier de la CPI, je rappelle quand même au passage qu'il est retenu à peu près 168 morts à la charge des forces de sécurité de Gbagbo, mais qui faisait si on l'écoute, du maintien de l'ordre. Il était président de la République. Et il y avait des troubles. Il y avait une guerre civile. Bon. Donc c'est très difficile à compter. Puis vous savez, quand il s'agit de l'Afrique, ici en Occident, on compte pas trop les morts. On s'en fiche un peu. La vérité, c'est ça. Je parle pas pour moi, je parle pour l'ensemble de l'opinion. Simplement, donc ce qui s'est passé, c'est que il y a eu de multiples fraudes, on le sait, dans le Nord. Le Nord était contrôlé par les rebelles qui étaient à la solde de Ouattara. Je dis à la solde parce que Ouattara a financé la rébellion, de l'aveu même des rebelles. Il y a des preuves de cela. La France a aidé les rebelles à entrer en Côte d'Ivoire et le pays était occupé à 60%. Donc les élections se sont passées dans ce contexte-là, ce qui est très compliqué. Il y a eu donc des bureaux de vote où la totalité du scrutin allait à 100% à M. Ouattara, ce qui veut dire que même l'assesseur de Gbagbo qui était sur place, celui qui était chargé de contrôler la validité des votes, aurait voté Ouattara. Enfin bon, il y a eu de multiples fraudes. À l'arrivée, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que au second tour, donc quand M. Ouattara et M. Gbagbo restent face à face pour gagner l'élection, au second tour... Selon Laurent Gbagbo, Ouattara serait troisième, d'ailleurs. Oui. Après le premier tour, il est troisième. Mais c'est pas selon Gbagbo, selon M. Bédier, qui était l'allié de Ouattara. Bon, c'est M. Bédier, allié de Ouattara. M. Ouattara était troisième. M. Bédier, c'est le patron du plus grand parti, du plus vieux parti en Côte d'Ivoire, le PDCI, créé par Houphouët-Boigny. C'est le parti le plus ancien en Côte d'Ivoire. Il représente beaucoup de voix. Et lui-même a dit publiquement que Ouattara était troisième. Bon, donc surtout ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des pressions de la France, notamment pour que M. Bédier se désiste en faveur de Ouattara, ce qui s'est fait. Et au second tour, quand le scrutin était terminé, tout le monde était d'accord, y compris les partisans de Ouattara, y compris l'ONU. Il y a des déclarations claires pour dire qu'il y avait eu moins de participants qu'au premier tour. Et on calculait qu'il y avait environ 70-71% de participants, de votants. Et il s'avère que quelques heures après, quand les résultats ont été proclamés d'une façon assez extraordinaire, au siège du parti de M. Ouattara, du candidat, par un monsieur qui s'appelait M. Bakayoko, qui était patron de la commission électorale, encadré par l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France, c'est particulier, avec une seule chaîne de télévision pour retransmettre l'événement, c'était France 24, qui est une chaîne d'État française. Tout d'un coup, on s'est retrouvé avec 83% de participants. Donc il y a environ 12% qui se sont ajoutés à un moment donné. Et disons que, pour parler clair et cru, la magouille est là. C'est-à-dire qu'on a bricolé le scrutin. Et je vous dis, peu de gens vous en parleront, parce que le matériel électoral a été détruit. Donc on n'a pas pu faire de recomptage. Ce qui s'est fait, par exemple, en Haïti, à la même période, sous l'égide de la Fédération des États américains, il y a eu un litige électoral, et celui qui était arrivé numéro 3, après un recomptage, est devenu président d'Haïti. Donc ce qui prouve qu'un recomptage vaut mieux qu'une guerre. Nous, on a préféré
envoyer l'armée française pour régler le problème. Donc Gbagbo et Ouattara donc, sont face à face et revendiquent chacun la victoire. Oui. Et donc il y a deux présidents. Et donc qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'on appelle la crise post-électorale, c'est-à-dire que là, il y a deux présidents qui s'affrontent. Monsieur Sarkozy, qui je crois en voyage, je crois qu'il est à Bruxelles, dit à Gbagbo de partir, devant les caméras de télévision. C'est assez hallucinant de voir le président d'un pays étranger se mêler à ce point-là d'un litige électoral dans un pays en principe souverain. Je dis bien en principe, parce que les pays d'Afrique francophone ne sont pas souverains. Donc ça se tend, il y a effectivement des heurts, des combats. Donc Ouattara est soutenu par la France et les États-Unis. Et les États-Unis, évidemment. Et l'ONU aussi. L'ONU, évidemment. Parce que à l'ONU, au Conseil de sécurité, comme membre permanent, il y a notamment la France. Et la France, pour toute cette partie de l'Afrique, rédige les motions. Les rédige et souvent les exécute. Ça a été le cas en Libye, ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Bon, voilà. Et les États-Unis, pour des raisons d'intérêt économique, le golfe de Guinée est quelque chose de très important. Il y a du pétrole au large du golfe de Guinée, et c'est plus facile et plus direct d'aller du golfe de Guinée aux États-Unis pour transporter le pétrole que du Moyen-Orient aux États-Unis. Bon. En plus, les puits sont offshore, donc quels que soient les troubles à terre, je dirais, en mer, on peut tirer le pétrole et l'exporter. Et ça fait partie, j'invente rien, des plans américains de développement. Le golfe de Guinée est devenu quelque chose de très important. Donc la Côte d'Ivoire est dans cet espace-là. On y a trouvé pas mal de pétrole. Et donc les États-Unis se sont joints à la France, la France étant le bras armé, en l'occurrence, des intérêts occidentaux. D'accord. Et comment Laurent Gbagbo est renversé donc Alors Laurent Gbagbo résiste. L'armée ivoirienne, qui est l'armée régulière, je rappelle, affronte les rebelles, les aurait battus à plat de couture à Abidjan si l'armée française n'était pas intervenue et si les troupes de l'ONUCI n'avaient pas transporté, par exemple, on l'a vu sur beaucoup de télévision et beaucoup de vidéos, les rebelles. C'est-à-dire que les véhicules de l'ONU transportaient les rebelles. Bon. Et les blindés français sont allés jusqu'à la résidence de Gbagbo. C'est eux qui ont enfoncé un coup de canon, le portail d'entrée, qui sont entrés et qui ont ouvert la porte aux rebelles pour qu'ils puissent l'arrêter. Mais sans l'armée française, il est évident que les rebelles n'auraient pas pu arrêter Gbagbo. Donc c'est la France qui a renversé Gbagbo. Oui, c'est clair. Donc quel est le bilan de Laurent Gbagbo à la tête du pays? Gbagbo avait déjà fait une chose, c'est qu'il avait fait un budget, je ne sais plus le terme exact, parce que je ne suis pas économiste, mais enfin un budget de précaution. Quand il est arrivé, le pays était très très endetté, et ce qui est sûr, et c'est contrôlable, puisque ça a été même contrôlé et validé par, à l'époque, le patron du Trésor public français, qui s'appelle M. Rioux, à l'époque. Il avait validé une excellente gestion. C'est-à-dire que les dettes de la Côte d'Ivoire étaient quasiment toutes remboursées. Voilà. Donc il allait passer à des choses importantes comme une sécurité sociale. Donc vraiment quelque chose sur le plan social qui était important et qui est rare en Afrique. Le pays se portait pas si mal, il se portait pas si bien non plus, parce qu'il faut ne pas oublier que Gbagbo, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a eu un premier coup d'État, puis un second, a dirigé un pays qui était occupé à 60% de son territoire par des rebelles en armes, et que, par exemple, sur le plan économique, toute cette région du Nord, 60%, qui tirait son électricité, qui consomme de l'électricité, de l'eau, beaucoup de choses, ne payait pas. Donc ça pesait sur le budget de l'État. Il a continué à ne pas vouloir la partition du pays, ce que lui recommandaient par exemple des gens comme Kadhafi. Il disait mais laisse tomber le Nord, regarde le Sud. Bon. Et parce qu'il défendait l'unité de son pays. Mais en tout cas, le bilan est très bon, on peut le dire, dans la mesure où c'était possible de gérer un pays ingérable, puisque coupé en deux. D'accord. Et le bilan démocratique et sécuritaire démocratique. Il dit avoir milité, je cite, il dit avoir milité pour le multipartisme. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, depuis ça. Alors ça date pas des récentes années. La vie de Gbagbo, ça a été la lutte pour la démocratie en Afrique, parce qu'en Afrique, elle n'est pas toujours respectée, il faut le dire, par les Africains eux-mêmes. Donc